Moi j'ai écrit les recommandés, la non-assistance à personne en danger, je l'ai écrite au ministère de la Santé, aux députés, au président du Conseil de l'Ordre des médecins, ils s'en moquent complètement quoi. Moi je sais que je suis en souffrance depuis 10 ans, je vais quand même dans les magasins, on va pas vivre pendant 20 ans comme ça. Ils s'en foutent, on est juste des gens qui se réunissent dans la forêt, ils comprennent pas qu'on est en train de crever, ils comprennent pas ça en fait. Il y a très peu de gens qui accèdent de manière sensible à ce qui est en train de nous arriver. Qui accepte de se transposer à 3 heures d'ici pour aller faire une action dans une préfecture. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11... Le problème, c'est que physiquement, on ne sait pas comment on va réagir. Voilà. Moi, au bout de 5 minutes, je perds connaissance. Et si je crains précisément qu'il puisse m'arriver également quelque chose un petit peu similaire, que je sois hospitalisée et qu'à ce moment-là, il me psychiatrise. Au jour d'aujourd'hui, les autorités ne font rien, strictement rien pour nous. Mais il faut leur reconnaître une chose, elles ne font rien contre nous. Simplement, ils attendent qu'on meure gentiment dans notre dos. Ça, c'est ma perception de la réponse de l'État au jour d'aujourd'hui. En venant là, je découvrais qu'il fallait que je tienne ma caméra à distance, parce que certains y étaient sensibles. Je découvrais aussi que malgré le froid, cette forêt était plus accueillante que n'importe quel endroit chaud en ville, puisqu'on était loin des antennes relais et de tout ce qui va avec. Je découvrais enfin que ceux que l'on appelait les électro-hypersensibles étaient plus nombreux que je pouvais le supposer, et qu'il y en avait dans le monde entier. Je ne savais pas grand-chose de l'électro-hypersensibilité. Si ce n'est qu'apparemment tout allait bien dans le meilleur des mondes. Quand ça se voyait, ça faisait sourire. Une fatigue très forte, j'ai des attaques des pointes au cœur et puis la nuque qui me fait très mal. Et je sens que j'ai les jambes qui vont... Officiellement, c'était une peur irrationnelle. Une psychose. Certains souffraient. D'autres, comme moi, ne sentaient rien. Ceux qui se plaignaient ainsi étaient-ils des exceptions? Des illuminés? Her doctor agreed. And his reaction was move. Comment pouvait-on mettre leurs paroles en doute sans connaître leur histoire? Alors, là, en fait... C'est quoi qu'on entend là ? En fait, avec l'expérience, il y a du DECT et de la téléphonie mobile. Bon, je suis obligé de traduire. DECT, acronyme pour téléphone digital sans fil. J'en avais un, comme presque tout le monde aujourd'hui. La base émet des ondes en permanence, même quand on ne s'en sert pas. Plus on s'éloigne, plus le signal diminue. Mais il en reste toujours assez pour que Bernard, dehors, dans son camion, le reçoive et que ça lui fasse mal. C'est ça qui est dingue. Et c'est un niveau qui commence à être un peu trop pour moi. Je commence à sentir toute la tête un petit peu oppressée. Donc tant que je bouge, tant que j'arrive à mettre le corps suffisamment en mouvement, ça va, mais je sens que ça va pas durer très longtemps. Donc il va falloir que je parte, pas le plus vite possible, mais relativement vite. Alors là, on va passer dans un petit hameau. Il y a quelques maisons. Voilà. C'est le château d'eau du village qui est plus haut là-haut. Ah, là il y a un téléphone portable qui est en train de... Ah ben...
Dans le camion en face, il y en avait un qui avait un téléphone portable, il était en communication. On le voit clairement avec la main au niveau de la tête. Et on l'entend à cette distance, c'est ça qui est fou. Ah ben oui. Et là, on se rend compte qu'un château d'eau qui a 2,5 km, 3 km, ben ici, il rayonne de trop pour que je puisse rester. Et les villages, tels que ce village-là, quand je le traverse, à la sortie, je me sens plus fatigué. Et lorsque c'est vraiment trop dur, je m'arrête pour arriver à retrouver un peu de clarté d'esprit. C'est que j'en peux plus. Donc on se met à l'abri de tous les gens qui ont éventuellement un téléphone portable. Donc on devient invisible. J'en ai mis du temps à comprendre. La technologie du portable supposée permettre de se parler de n'importe quel point à n'importe quel autre serait en train silencieusement d'effacer de la vie publique des êtres humains. Qui pourrait s'accommoder d'une telle situation ? J'avais souvent des réunions à Paris. Maintenant, actuellement, je n'y arrive plus. Je suis épuisée. Et puis mes collègues en réunion, elles ont beaucoup de mal à comprendre qu'il faut éteindre leur téléphone. Parce que très vite, j'ai très mal à la tête, j'ai des arythmies cardiaques, j'ai des hypoglycémies. Enfin, je souffre beaucoup, beaucoup. D'une manière globale, les transports, ça devient trop difficile. Moi, je ne compte pas les gens qui ont leur téléphone. Je compte les gens qui n'ont pas leur téléphone. Je me connais très très bien. Je sais que ce que je ressens est tout à fait authentique. Ce que je me dis, c'est qu'effectivement, quand on ne le sent pas, c'est sûrement difficile de l'appréhender. D'autant plus que les pouvoirs publics également banalisent cette pollution, parce que c'est une vraie pollution, une terrible pollution. Tu les sens à cette distance, les antennes Ça me fait ça, un truc comme ça. Depuis 1 an et demi, il y avait quelque chose qui me vrillait les cellules, vraiment. Et en septembre, ça s'est confirmé. Je suis passée à des voisins qui ont 3 adolescents avec des téléphones en 3G. Ce sont des personnes qui ont plusieurs PC portables, qui sont en Wi-Fi jour et nuit. Et également, ils ont des DECT, les téléphones sans fil, des maisons, là. Et il ne changera rien parce que c'est tellement pratique, dit-il. C'est tellement pratique. C'est dramatique quand même. C'est dramatique de penser qu'une pollution que tu n'as pas choisie atteigne ton intégrité physique, te rende malade et t'empêche de vivre normalement, quoi. La situation où Elisabeth est obligée de se réfugier dans le coffre de sa voiture pour passer la nuit, là, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Je la vois comme une victime d'une pollution, là, d'une technologie qui a débarqué dans nos vies et qui, chez certaines personnes, produit cette hyper-électrosensibilité, quoi. Et quelqu'un qui n'est pas concerné, qui n'est pas affecté, il ne peut pas comprendre. C'est invisible, c'est invisible, c'est invisible. Donc si c'est invisible, ça n'existe pas, quelque part. Qu'est-ce qui se passe dans la voiture qui fait que tu supportes mieux la voiture que... J'ai constaté simplement que, étendue dans la voiture, je suis moins agressée, j'ai des douleurs de la tête qui partent. La différence, je la fais le lendemain matin aussi, que j'ai dormi, je sens que j'ai mieux récupéré. Ces derniers temps, je ne récupérais plus. Même si je dormais, je ne récupérais pas. Et le matin, je me sentais en difficulté, la moindre chose me paraissait gigantesque. Aller me laver, tout ça. Alors que quand je me repose dans la voiture, je me sens plus forte. Tu te considères malade, handicapée, victime quand... Moi, je me considère
Moi, je me considère comme quelqu'un qui est rendu malade par l'environnement. Habiter Paris, avoir un métier, une maison, et être obligé de coucher dans sa voiture en plein hiver parce que le Wi-Fi des voisins vous empêche de dormir, la chose me paraît inimaginable. Mais les surprises ne font que commencer. Le phénomène touche toutes les régions. Marine écrivait pour le théâtre. Ce qui me frappe dans son témoignage, comme dans tous ceux que je suis en train de rassembler, c'est la violence des symptômes et le contraste avec le calme apparent d'un jour comme aujourd'hui. La question s'est vraiment posée pour moi, est-ce que je vais y survivre ou pas ? Maintenant, je pense que oui, mais c'est jamais gagné, à la fois sur le plan physique, parce que quand on ne trouve pas de refuge, c'est vraiment très très fatigant, et du coup aussi sur le plan moral, parce que quand on n'a plus aucun endroit où vivre sur la planète, on finit par se demander si ça vaut le coup de vivre. Bizarrement, dans le labo, ça allait. Alors qu'il y a des néons, des téléphones sans fil. Mais comme j'arrivais juste, j'étais encore toute fraîche. C'est un peu comme quand tu t'exposes au soleil. Si tu t'exposes à un soleil brûlant dans le désert, par exemple, les 5 premières minutes, ça va. Et puis, progressivement, ça devient vraiment très éprouvant. J'ai toujours fui avant que mon corps soit complètement submergé. Et ensuite, donc, il a fallu que j'aille poster mes échantillons de sang en chronopost à un laboratoire spécialisé. Quasiment toutes les postes me font un effet, c'est de la dynamite. Hein. Ça peut m'arriver assez souvent de ne pas arriver à tenir jusqu'au moment où je vais simplement affranchir mon enveloppe, quoi. Parce que physiquement, c'est trop difficile. Et si je m'expose trop longtemps, ensuite, je mets vraiment beaucoup de temps à récupérer quand je rentre. Et donc, il faut que je dorme. J'ai des maux de tête qui peuvent durer plusieurs heures. Une grosse fatigue, des problèmes de mémoire assez importants. Marine me prévient justement que le rayonnement de ma caméra commence à lui faire mal à la tête. Pour filmer, comme souvent, je m'éloigne au maximum. Je suis sur le trottoir de la rue, le zoom à fond, je la cadre, à travers une porte ou une fenêtre ouverte. Comme elle tient un journal, je lui demande de m'en lire un peu. En premier lieu, il y a vraiment un problème avec le terme électro-hypersensible. Ce mot induit en erreur, il suggère une certaine neutralité de la sensation. Nous sentirions comme on sent une odeur. Ou pire, il induit que nous serions victimes d'une certaine sensiblerie psychologique. Or, les sensations que provoquent les champs électromagnétiques chez certaines personnes ne sont pas neutres. Il s'agit de douleurs. Ces douleurs signalent que notre corps ne parvient plus à assumer ses fonctions et qu'à moins de nous mettre à l'abri, nous aurons des séquelles. Je vais essayer de dresser ici le début d'un panorama des troubles que je rencontre. Stationnement de courte durée à moins de 10 mètres de certains téléphones portables en fonctionnement, à moins de 50 mètres d'une antenne relais urbaine, jusqu'à 5 km, voire plus, d'une antenne relais rurale, et de 0 à 2 mètres d'une lampe fluocompacte, dite basse consommation. Douleur intense comme une brûlure au laser, très précisément dans une partie du cerveau, la plupart du temps la partie frontale ou du côté où se trouve la source des émissions. La douleur serait de 8 sur 10 sur une échelle. Rupture de l'enchaînement normal des pensées, perte de la mémoire de fixation. Par exemple, si je gare ma voiture, je ne sais plus la retrouver. Brûlure qui démange, visible, au niveau du décolleté, 4 sur 10. Confusion, impossibilité de me concentrer, difficulté à m'exprimer clairement, perte de certains mots. Ça, je le mets à 8 sur 10 parce que c'est carrément un handicap majeur, en fait, on ne peut plus vivre. Emballement du rythme cardiaque par crise plusieurs fois par jour, ça peut durer quelques minutes, comme si j'avais piqué un sprint. Arythmie cardiaque plusieurs fois par jour. Maux de tête, de 7 à 10 sur 10, 10 étant vraiment l'intolérable. Après, j'ai des nouveaux symptômes aussi qui sont arrivés en cours d'année. La liste des symptômes s'allongeait, comme celle des équipements qui la faisaient souffrir. Ils étaient partout, dans les maisons, les commerces, les théâtres, où elle ne pouvait plus retourner travailler. Je commençais à comprendre que ce problème posait une foule de questions. Tellement, en fait, que le plus simple serait évidemment de considérer que tous ces gens devaient exagérer un peu.
Justement, une conférence internationale sur les champs électromagnétiques et la santé se tenait à Bruxelles. Sur place, j'apprends qu'aucun scientifique indépendant connu pour tirer la sonnette d'alarme n'a été invité à s'exprimer. À la tribune, seules les études qui n'ont rien trouvé d'alarmant sont présentées. Du coup, aucun risque de cancer ou de maladie neurodégénérative liée à l'usage de la téléphonie mobile n'a été détecté. Par principe, les études alarmistes ont été écartées des présentations de la journée. On a vu que pour les utilisateurs à très court terme, on n'a pas beaucoup de choses qui se passent. Il n'y a pas véritablement de preuves. Il y a des incertitudes, mais à part ça, pas vraiment grand-chose à remarquer. D'ailleurs, on ne peut pas établir de lien de cause à effet. Je vous remercie. Le meilleur a été gardé pour la fin. Dans ce dernier exposé qui a fait forte impression, il n'est pas trouvé de lien de causalité entre les souffrances et les champs électromagnétiques. On a testé en laboratoire des personnes qui se disaient électrosensibles. Elles devaient deviner, comme ici, si le téléphone était allumé, en marche ou si c'était un placebo. Les résultats, paraît-il, ont été trop indécis. Nous avons 3 lignes ici, gravité des maux de tête, et de plus en plus aujourd'hui. On a de moins en moins d'évidence et de preuves que les gens sont réellement sensibles aux champs électromagnétiques. Cette étude a beaucoup choqué les EHS. Ils avaient tous expérimenté un lien tangible entre des symptômes et des équipements, chez eux ou au travail. Ordinateur, box Wi-Fi, téléphone portable. Ils vous racontaient aussi que dès qu'ils sortaient de leurs abris, l'électrosmog affectait rapidement leurs sensations. S'ils n'étaient déjà plus dans un état normal en entrant dans le laboratoire, que valait ce type d'expérience ? Kerstin Stenberg. Je représente l'Alliance internationale des champs électromagnétiques, organisation qui rassemble près de 70 ONG de par le monde. D'une manière ou d'une autre, ces personnes ont toutes quelque chose en commun. Elles ont été hautement exposées aux champs électromagnétiques et elles ont développé une sensibilité alors qu'elles travaillaient, alors qu'elles vivaient près d'antennes relais ou de radars. Moi, je peux vous dire que j'ai rendu visite à de nombreux électrosensibles en Suède et en France. Et quand ils quittent leur domicile, ils ont un dispositif de mesure de champs électromagnétiques. Ils vont repérer les hautes et les basses fréquences. Donc, ils savent exactement quel environnement éviter. Si ils avaient pu être là, parce qu'avec tous les téléphones portables allumés dans la salle, ils se seraient sentis humiliés d'entendre que ce qu'ils vivent au quotidien soit ainsi contesté. Et je m'interroge, comment a-t-on fait ces études ? Quelque chose ne va pas si on compare la réalité qui a pu être observée et qui est l'objet de preuves depuis plus de 30 ans. On a une association en Afrique du Sud, il y a des associations au Chili, je sais qu'il y en a en Colombie aussi, au Mexique. Moi, je dirais qu'il y a des hypersensibles partout, partout dans le monde. Nous, on est déjà à 65 associations du monde entier. C'est pas du tout comme certains disent qu'ils deviennent électrosensibles parce qu'ils ont peur de nouvelles technologies. C'est archi faux. Les symptômes arrivent d'abord et après, ils commencent à se rendre compte. Et d'abord, il y a aussi souvent une période de déni parce qu'on ne veut pas avoir ce problème. La journée s'achève avec une impression de fossé entre deux mondes. Et même les amis autour de moi me disaient que c'était impossible.
Il me rappelait que les champs électromagnétiques naturels étaient des millions de fois plus puissants que les ondes émises par l'homme. Et que toutes les gammes de fréquences étaient déjà là autour de nous depuis toujours. Pour répondre, je me sentais démuni. Quelle différence y avait-il entre les champs électromagnétiques naturels, comme la lumière, et les champs artificiels ? On sait que le courant alternatif 50 Hz change 100 fois de direction dans une seconde. Est-ce que cela est naturel ? Et la 3G ? Et le Wi-Fi ? Ils existent dans la nature ? Officiellement, il n'y avait aucun danger, mais c'était un discours qui me rappelait le nuage radioactif de Tchernobyl. Il avait fallu qu'un organisme indépendant démontre que non, la radioactivité ne s'arrêtait pas aux frontières. Aujourd'hui, le CRIREM est né de la même idée. Et son champ d'action, justement, ce sont les champs électromagnétiques. Par rapport à cette réflexion sur les effets des champs électromagnétiques, bien sûr, sur notre Terre, nous avons des champs électromagnétiques depuis la nuit des temps, mais depuis, on en a inventé d'autres. Ce qui fait la différence, c'est qu'une onde électromagnétique proche du naturel est une onde qui est continue. Il faut imaginer un petit peu une nappe d'eau avec des vagues. Ces vagues sont continues. Par contre, les nouvelles technologies comme, si vous voulez, le portable, le Wi-Fi, le WiMAX, le fameux téléphone DECT, eh bien, se présentent avec des ondes qui sont hachées, coupées. C'est comme si à la surface de l'eau, eh bien, on voit des vagues mais avec des grandes coupures. C'est-à-dire on voit un paquet de vagues qui passe, puis ça s'arrête. On voit un autre paquet de vagues, puis ça s'arrête. C'est un petit peu le ressac qui arrive sur la plage. Et ça, c'est quelque chose que nos cellules n'aiment pas trop, parce que quand les ondes sont hachées, comme on l'a dit, ou pulsées, comme on le dit, eh bien, les cellules sont très stimulées et ne s'adaptent pas. Et ça peut engendrer des pathologies si ça dure un certain temps. Au départ, je m'étais promis de ne garder que des témoignages vécus directement. Était-ce le cas avec Pierre Leruse ? Eh bien oui. Dans les années 80, le futur docteur en physiologie étudie à l'université de Rennes les effets biologiques du radar pour le compte des militaires. Ce qu'il va découvrir va l'amener à devenir, sur le sujet des micro-ondes, lanceur d'alerte. Le lien, c'est que l'invention du téléphone portable découle de celle du radar. Le radar, ainsi que les téléphones portables, ont quelque chose en commun. Les fréquences qui étaient utilisées à l'époque par les radars, eh bien, ont été abandonnées par les militaires parce qu'ils les trouvaient trop dangereuses pour les gens qui les manipulaient, c'est-à-dire pour les radaristes. Il y avait deux sortes d'effets. Le premier effet était l'effet thermique et bien évidemment, il y avait les autres effets qui sont les effets athermiques que les militaires appelaient à l'époque effets spécifiques, c'est-à-dire des troubles. Les gens ressentent des picotements au niveau des mains, ont des sensations de brûlure, ont des sensations de circulation inversée, c'est-à-dire que les membres deviennent froids. Et puis après, ils ont des troubles de l'agressivité, ils ont des troubles du sommeil, ils ont des troubles de mémoire. Et puis lorsqu'on va voir un peu plus loin, lorsqu'on fait une analyse de sang, on s'aperçoit que les hormones réparties dans le plasma du sang sont réparties de façon anormale. Et quand on regarde les globules blancs qui nous défendent contre les microbes, qu'on appelle les leucocytes tueurs, eh bien il n'y en a presque plus, donc on ne peut plus se défendre. Et là, c'est très bien décrit dans la littérature, on appelle ça le syndrome des micro-ondes. Picotement, sensation de brûlure, fatigue, trouble du sommeil, perte de la mémoire, diminution de l'immunité. Radars et téléphones, mêmes ondes pulsées, même fréquence, mêmes symptômes. Comment ne pas voir dans cette analogie une relation de cause à effet ? Ce qui fait que ce sont les opérateurs de téléphonie mobile qui ont repris ces fréquences qu'on va retrouver aujourd'hui sur ce qu'on appelle le GSM 900, le GSM 1800, la 4G, la 3G. Ce sont les mêmes fréquences et ce sont aussi des ondes pulsées. On connaît les effets, il y a bien longtemps. On les connaît depuis les années 1970, avec des effets promoteurs et copromoteurs de cancer. On connaissait déjà les phénomènes de leucémie, de lymphome et de gliome. Tout cela paraît tellement gros. Raconté calmement comme une évidence.
et déjà largement documenté dans des études qui, c'est vrai, n'étaient pas criées sur les toits. On plaçait des jeunes rats sous un rayonnement électromagnétique radar dans des fréquences qui sont les fréquences de la téléphonie aujourd'hui et naturellement pulsées. Et on s'apercevait qu'au bout de 2 jours, si on sortait ces animaux de sous leur rayonnement, pendant toute la vie jeune, il n'y avait pas de troubles. Par contre, après la puberté, on trouvait des troubles relativement graves, comme des troubles du comportement, des troubles d'agressivité et surtout une stérilité qui était permanente. À l'époque, on pouvait dire que les ondes électromagnétiques qu'on appelait les micro-ondes ou les hyperfréquences étaient dangereuses pour la santé du rat de laboratoire, mais on avait aussi quelques expériences dans la bibliographie des accidents qui étaient arrivés à des gens qui travaillaient sur les radars. Quand on est devenu électro-hypersensible. Ou se réfugier si l'on veut échapper au flux continuel des radiofréquences. Je venais d'apprendre l'existence dans la Drôme d'une zone refuge pour personnes EHS. Il y avait là des caravanes aménagées, isolées contre les champs électromagnétiques et reliées à la terre. Serge, à qui appartient le terrain, avait été officier dans l'armée. Il s'était occupé de la surveillance radar du temps de la guerre froide. Du coup, quand il a vu que l'on montait une antenne relais en face de chez lui, il savait ce qu'il en était. Il s'était engagé contre. Tout est longueur d'onde, la lumière est longueur d'onde, tout est longueur d'onde. Mais les micro-ondes, à l'état naturel, n'existent pas. C'est nous-mêmes qui les avons mis en pollution environnementale. Doucement, c'est certain, avec des faisceaux hertziens dans les années 50, 60, etc. Et puis de plus en plus maintenant. Et on est passé de la téléphonie mobile qui était une question de la voix, qui demandait très peu d'énergie, en 2G, à maintenant en 3G, 4G, avec énormément d'énergie. Et il faut être observateur, de regarder ce qui se passe sur les stations de base, donc les pylônes d'antenne relais. Les opérateurs aujourd'hui remplacent les câbles électriques parce qu'il y a besoin de beaucoup d'énergie. Cette énergie, on la retrouve dans l'air, c'est une pollution. Donc cette énergie vient électrocuter l'homme. L'homme est bioélectromagnétique. Et ces champs électromagnétiques exogènes, au jour d'aujourd'hui, qui sont dans l'air, qui sont une nouvelle pollution environnementale, perturbent nos échanges électriques endogènes. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui sont dans une prédisposition et qui peuvent ressentir ça. Et s'ils vont à un endroit où il n'y a pas de champ électromagnétique, à ce moment-là, ils se sentent beaucoup mieux. Curieusement, l'électrosensibilité avait déjà été observée dans les années 80. Le téléphone portable n'existait pas encore. À cette époque, nous dit le reportage, seule une personne sur 1 million est touchée. Ce sont alors les champs basse fréquence du courant électrique qui peuvent provoquer des symptômes assez bizarres. And it took me about 2 hours perhaps to do a 10-minute job. But I really, it was so vague, just totally vague. Les docteurs Monroe et Smith émettent de faibles champs électromagnétiques par le biais d'une antenne. Arrivés aux fréquences du courant alternatif, les effets sont immédiats. C'est ainsi qu'a été créé au Breakspear Hospital en Angleterre le premier service pouvant recevoir des personnes atteintes d'électro-hypersensibilité. As Jennifer's symptoms swung between elation and others too harrowing to show on television,
it became clear that there was indeed some mysterious effect. Comment devient-on EHS? À partir de nombreuses discussions, je tente une réponse. Au départ, on vient au monde avec son capital génétique. Son originalité, ses différences. Après, on doit vivre avec son époque. L'homme est électrosensible de nature. Ce n'est pas son électrocardiogramme qui vous dira le contraire. Avec l'invention du courant alternatif, des troubles ont commencé à apparaître, mystérieux, mal compris. Et nous voilà au siècle de la téléphonie mobile, partout, et pour tout. Ne me demandez pas comment on en guérit, pour le moment le salut est plutôt dans la fuite, ou l'évitement, comme ces nouveaux arrivants. Le conducteur porte une tenue spéciale pour se protéger des antennes croisées sur la route. Effectivement, le fait même de se déplacer en voiture sur les autoroutes ou les routes qui sont couvertes au niveau de la téléphonie mobile, ça pose un problème. On doit un peu louvoyer, zigzaguer entre les antennes relais, entre les sources de pollution électromagnétique. Les premiers symptômes avant-coureurs, je dirais, c'était des maux de tête en permanence, inexpliqués, des insomnies. On se réveille au milieu de la nuit vers 2-3 heures du matin sans pouvoir redormir du tout. Et puis les acouphènes. Les acouphènes, soit permanents, soit transitoires. Ça, c'est les premiers symptômes. Après, il y a tout un panel d'autres symptômes que je ne veux peut-être pas évoquer ici. Quand j'ai commencé de parler ouvertement de cette électrosensibilité, j'ai rencontré toutes sortes de réactions. Des gens totalement incrédules, ils hochent la tête, mais on voit bien qu'ils ne croient pas un mot de ce qu'on raconte. Et puis d'autres qui étaient un peu plus à l'écoute, notamment un ami d'enfance qui disait que le dimanche soir, il avait d'épouvantables céphalées à son domicile familial. Je suis allé avec mes appareils pour mesurer un petit peu les émissions électromagnétiques à sa maison, et on s'est aperçu que son téléphone DECT, téléphone sans fil, émettait énormément. Et la semaine d'après, il avait liquidé son téléphone, et puis depuis, il n'a plus de maux de tête le dimanche soir à son domicile. Pour ma part, si je me soustrais à l'électrosmog, je vais parfaitement bien. Ce qui me fait dire que ce n'est pas une maladie, mais que c'est vraiment l'environnement qui est inadéquat à la vie de certains humains. Cette femme avait fui Paris. Elle disait qu'elle n'avait pas réussi à dormir depuis 72 heures. L'impossibilité à trouver le sommeil était un symptôme qui revenait régulièrement. Aujourd'hui, il devait arriver des gens qui sont en détresse aussi, qui n'ont pas pu arriver, il faut le savoir, parce qu'ils n'ont pas les capacités de voyager. Donc tous les jours, il y a des gens qui sont en détresse. Et nous, on est au contact direct de tous ces gens. À l'entrée d'une des caravanes, je fais la connaissance de Velma, qui vient d'Angleterre. It's getting worse. It's getting a lot worse. Especially in England with the Wi-Fi being put in from the churches. Blanketing whole boroughs, whole areas. There's going to be nowhere to go. And thinking that France, I don't know that it is better. I hoped it would be, but I was being affected by the fields and the television masts where I was staying. Just now I got a pain through my foot. I've described it in the past of being like a metal rod pushing through my foot. Stabbing pains through my head, like electric lightning scathing through my head. Also with Wi-Fi, tinnitus, and it's like buzzing, really buzzing in my head. Pour réaliser cet entretien, une fois de plus,
Je m'éloigne au maximum et je zoome à fond, à travers la porte ouverte. I put myself under a test because most people were saying it could be psychological. It was things like I was walking around a corner, I'd get a pain and then someone was coming round the corner with a mobile. I sat at the theatre, I'd get a pain, turn around, someone was texting. But also I used to use a mobile, 2G mobile, and that the quality of the pain that I used to get in my head, I'd get that with the mobile and then not get it. So it was as literally as simple as that. You get a pain, you don't get a pain. And then after that, I still was doubting it could be that. So I bought a meter and I was testing with the meter and found when there was pain, there was always a signal. When there was no pain, no signal. Sur ma liste, j'avais encore beaucoup de monde à voir. Et je venais d'apprendre que même des jeunes étaient touchés. Arrivé en 6e, Ethan, lui aussi, n'arrivait plus à dormir. 1 an d'insomnie et de douleur. Il n'était plus en état de suivre les cours. D'un seul coup, Ethan, en pleine nuit, a hurlé de douleur. Oui, c'est vraiment le mot hurler. On est complètement impuissant, on comprend pas ce qu'il a. C'est effrayant. Les douleurs au ventre, mal de tête, vertige, insomnie. Et ça a continué comme ça pendant des mois. On cherchait. Donc ce qui nous a frappé avec mon mari, c'était la violence des symptômes. Une fois, il a eu des acouphènes tellement violentes qu'il hurlait. Et même s'il se bouchait les oreilles, c'était comme si on lui avait branché, il m'a dit, un haut-parleur dans la tête. Enfin, c'était... Donc des symptômes d'un seul coup qu'apparaissent, une panoplie énorme. Les parents consultent plusieurs médecins qui envoient le garçon chez le psychologue. Est-ce une phobie scolaire? Non. Ethan était un des premiers de sa classe. Et puis, arrive un autre incident. Si un jour, Ethan ne rentrait pas d'école, je prends la voiture, donc je pars à sa rencontre et je le vois dans une côte qui était contre le mur, qui bougeait plus. Et en fait, il n'arrivait plus à monter la côte. 11 ans, plus monter une côte et être comme ça, c'est pas possible. Il était tétanisé, il avait plus de force. Ça commençait vraiment à nous inquiéter, mais on n'avait toujours pas de réponse en face de nous. Entre-temps, j'avais vu aussi une émission, mais moi, j'avais pas fait le lien, parce que ça me semblait pas possible. C'est dans l'air avec le professeur Belpomme. Donc je recherche, et là, je vois effectivement que Ethan avait exactement tous les symptômes des personnes électro-hypersensibles. Donc du coup, là, j'ai pris rendez-vous avec le professeur Belpomme, qui a confirmé, à travers un encéphaloscan, prise de sang, et nous avons donc vidé notre maison de téléphones sans fil, qu'on avait depuis que Ethan était né, et qui dormait à côté parce qu'on s'en servait de babyphone. Bravo les parents. Et puis pour la petite anecdote, quand Ethan n'avait pas réussi à monter la côte, donc pour dire qu'on n'était pas du tout réfractaire au monde électromagnétique, nous lui avons acheté un téléphone portable. Voilà, donc parents qui avaient peur, voilà, on s'est dit, bon, comme ça on saura où il est, etc. Donc quel beau cadeau. Toi, comment tu expliques ce que tu as? Comment tu expliquerais à un copain ce que tu as? Bah, je lui expliquerais que déjà s'il veut jouer avec moi, il faut qu'il enlève son téléphone portable, faut qu'il éteigne. Après, forcément, il va me demander pourquoi. Alors moi, je vais répondre parce que téléphone portable, comme tu sais très bien, ça fait des ondes. Et moi, en fait, j'ai un problème avec les ondes. En fait, c'est un cumul au fur et à mesure. Genre, c'est comme si on prend un verre d'eau et au fur et à mesure, on met de l'eau. Et le soir, le verre déborde. Et je dors pas et j'ai mal partout. Souvent, tu sais, les docteurs te demandent de graduer entre 1 et 10. Tu peux donner comme ça une note à ta douleur? Tu as mal comment? Moi, c'est entre 1 et 10. Des fois, ça arrive à 10, hein? Oui, même plus des fois. Ses parents ont essayé de le changer de collège. Peine perdue. Il y a des portables et des antennes partout. Plus personne ne s'inquiète de son absence. La famille voudrait quitter le centre-ville, mais pour aller où?
Le découragement l'a pris. Que pouvait-on y faire? Qui pouvait comprendre la cruauté de ces situations? Les médecins eux-mêmes, dans leur grande majorité, n'y croyant pas. Et puis, arrivait chez moi à nouveau une voix sur mon répondeur. On parle beaucoup des antennes et on ne parle pas de l'impact de voisinage. Et que ça n'est pas que les antennes, que les machins. Dans mon cas, moi, c'est les decks, c'est la Wi-Fi, c'est-à-dire que c'est les voisins. Moi, je suis en train d'en crever, là. Je peux être en mesure même pas d'écrire des choses ou même de m'exprimer. Tout le monde me dit de larguer mon machin et de louer ailleurs. J'ai pas les moyens. Et du coup, ça veut dire aussi, au bout du compte, il n'y a pas de place. On est rayé de la carte. Je savais qu'il y avait des médecins électrosensibles. Mais jusqu'alors, aucun n'avait accepté de témoigner, ayant peur eux-mêmes de ne pas être pris au sérieux. Me sentant mal dans mon logement, ayant des troubles du sommeil, des problèmes d'attention, de concentration, de brouillage des pensées, surtout les troubles du sommeil, quoi, de pas trouver l'endroit où on peut se reposer. Et je cherchais dans mon appartement, est-ce qu'il y a un endroit où je vais être mieux? Je me suis couché un peu partout, dans la salle de bain, dans le couloir, etc. D'où ça vient, ce qui me perturbe? Ça vient des fenêtres. En fermant les volets, ça allait mieux. C'est Internet qui aide à comprendre. C'est-à-dire qu'on tape quelques mots-clés, antenne, trouble du sommeil, on fait le rapprochement entre ce qu'on vit et ce que les autres ont vécu, et c'est exactement ça. Par quel bout qu'on prenne les choses, on y arrive à cette évidence que la nature même du vivant a à voir avec l'électromagnétisme. C'est ontologique. C'est même pas une question. Qu'est-ce que pourrait être une zone blanche? D'expérience, une vallée reculée, protégée des antennes relais et de tout électrosmog. Mais serait-ce une solution? Là, il y a des gens qui ne pourront survivre que si rapidement on leur ouvre des zones blanches. Il y a des personnes qui survivent dans des grottes, dans des caves, dans des forêts, qui vivent dehors, qui se couchent par terre. Bon, on est dans une situation d'urgence où il faudrait, si on voulait sauver un certain nombre de personnes, ouvrir très rapidement des zones blanches un peu partout. C'est un vœu pieux, puisque quelle entité politique va obéir à cette demande d'un médecin isolé ? Les gens qui prennent des décisions en ce moment et qui prennent des décisions qui sont suivies des faits sont conseillés par des gens qui sont de la banque, de l'industrie, de la finance et dont les préoccupations sont aux antipodes de ce que je suis en train de dire. Mais sur le terrain, ce n'est pas simple non plus. Je retrouve Bernard qui a enfin cru se dénicher une petite zone presque blanche. Un hameau, loin des antennes, 10 maisons et autant d'habitants. Donc là, j'ai mon détecteur qui permet d'avoir le son en fonction du rayonnement. Porte fermée. Et quand j'ouvre la porte, on a le signal qui vient en fait du DECT, de la maison qui est tout au bout. Et là, grâce à ce que j'ai rajouté sur la porte, ce grillage, ça me permet de me protéger des ondes électromagnétiques qui viennent du voisin. Donc ça, c'est un extrait du cadastre du hameau. Je suis ici, avec la pièce à vivre qui est à peu près au milieu. Et donc, c'est la maison qui est ici. Il y a 70-80 mètres. C'est là où il y a un DECT. Et en fait, son DECT me rayonne donc, sur toute ma façade, donc rentre par les ouvertures, et rayonne également sur ma parcelle où j'avais mon jardin. Et ce voisin-là, il a également un DECT. Il rayonne par là. Ici, il y a une autre maison. Pareil, il y a un DECT. Et le seul endroit qui me reste, c'est soit à l'intérieur, soit derrière la maison. Mais qu'est-ce que ça te fait si tu vas jardiner Ça te met... Ça me faisait, quand j'allais jardiner,
Donc quand j'y allais, ça allait bien. Et au bout de 10 minutes, un quart d'heure, j'étais complètement étourdi. Et puis il y a des fois, je manquais d'énergie, j'étais fatigué. Et puis les dernières pommes de terre que j'ai ramassées, j'étais assis par terre, donc sur la terre, à ramasser mes pommes de terre tellement j'en pouvais plus. Mais j'ai été en confusion. Et tu as essayé de leur expliquer à tes voisins ? Celui qui est de ce côté, il m'a dit qu'il faisait ce qu'il voulait chez lui. Et de ce côté, ils ont compris un peu, c'est qu'ils ont quand même arrêté le Wi-Fi qu'ils n'utilisaient pas. Mais il aura fallu plus de 6 mois. Est-ce qu'on n'est pas les premières personnes qui réagissent en disant « Ouh là là, là il y a quelque chose de dangereux ». Est-ce que c'est pas quelque chose qui devrait être plus pris en compte ? Mais bon, il y a un tel enjeu économique derrière que c'est là le problème. En France, s'il y a risque sanitaire, c'est à l'ANSES, Agence nationale de sécurité sanitaire, qu'il revient de tirer la sonnette d'alarme. Le sujet était remonté et donnait lieu à une journée d'exposé. Mais les études présentées, une fois de plus, ne s'intéressaient qu'à des effets à court terme, portant sur un seul type d'exposition à la fois. Les souris ne couraient aucun risque, du moins en laboratoire. Merci de votre attention et je suis à votre disposition pour des questions. Officiellement, l'électrosensibilité restait toujours médicalement inexpliquée. Mais à la fin de la journée, une phrase me laissait deviner comme une interrogation. Alors je pense que c'est un problème qui peut toucher un plus grand nombre de personnes dans l'avenir, à partir du moment où vous avez à la fois, si vous voulez, cette explosion de nouvelles technologies dont les gens sont friands, parce qu'aujourd'hui les gens ont du mal à se passer de la téléphonie mobile, mais avec des risques éventuels sur lesquels on se pose des questions, sur lesquels il y a des incertitudes, et donc vis-à-vis desquels il y a une méfiance grandissante. Et actuellement, il y a un grand nombre de personnes concernées ou ça reste un phénomène tout à fait mineur, un peu spectaculaire mais mineur? Non, il y a un nombre de plus en plus grand de personnes concernées. Quand on fait l'état des gens qui sont vus, par exemple, dans les consultations de pathologie professionnelle ou environnementale dans les CHU en France, c'est actuellement plusieurs centaines de personnes quand même. Et donc, potentiellement, ça concerne un nombre non négligeable de personnes dans la population. Potentiellement un nombre non négligeable de personnes dans la population, mais qui restaient invisibles. Comment se faire connaître? Comment être informé? Comment se rencontrer? Comment voyager, même certains pouvant mettre 3 jours à faire 500 km? J'avais entendu parler d'un rassemblement national dans la Drôme. Au final, seule une poignée avait réussi à faire le déplacement. Je peux témoigner aussi sur l'incapacité de notre médecine à nous prendre en charge. Mon généraliste m'a envoyé voir 2 ORL. Je n'ai absolument rien, soi-disant. Les acouphènes, c'est dû à l'âge. Il faut s'habituer, il faut s'adapter. Il faut vivre avec son temps. 80 € pour rien. Dès que je pars de chez moi, que je vais chez des amis qui sont moins arrosés que nous par des antennes, je dors mieux. Mais toujours des réveils nocturnes, minuit, 1h du matin, 3h du matin, 5h du matin, des sifflements de temps en temps, après ça part. Donc je ne sais pas si je suis un quart électrosensible, la moitié, mais je ne pense pas être folle. Je pense que je suis électrosensible depuis pas mal d'années déjà, mais je ne l'avais pas très bien compris. C'est juste que, à force de se sentir mal, à côté d'un néon, d'une lampe, d'une prise électrique, et puis plus particulièrement des téléphones et surtout des antennes, c'est-à-dire de la ressentir avant même de la voir, là j'ai vraiment pris conscience que j'étais malade. Donc je suis venu là parce que j'ai commencé quand même à me demander si j'étais pas tout seul. Il faut vraiment qu'on crée des zones. Il faut trouver des zones blanches, quoi. C'est tout, il faut le faire et il faut motiver des gens autour de nous. Je m'appelle Bernadette et j'ai 66 ans. J'habitais Paris, j'aimais Paris. J'étais en retraite. Néanmoins, je souffrais depuis plusieurs années de douleurs, contractures musculaires, brûlures, fourmillements, la tête très violemment, des acouphènes. J'avais aussi une immense fatigue. Une immense fatigue. Des maux de tête implacables
et une dizaine d'autres symptômes. Bernadette comprend soudain que tout cela s'aggrave en présence de champs électromagnétiques. Sa sensibilité ne faisant qu'augmenter, elle doit fuir Paris et essaie la campagne. Mais quel village n'a pas son antenne relais? Quel voisin n'a pas chez lui un DECT ou du Wi-Fi? En prime, une piqûre de tique lui transmet la maladie de Lyme. Elle rentre à Paris se faire soigner. Cette fois-ci, il faut absolument faire face aux ondes. Et là, à nouveau, je ne pouvais pas rester dans mon appartement. C'est épouvantable, c'est terrible, terrible. J'ai supplié. Je dis non, vraiment, je ne peux pas dormir. Mais où puis-je dormir? Où puis-je dormir? Parce qu'il faut dire que je suis sensible aux hautes fréquences et aux basses fréquences. Je suis extrêmement sensible à tout ce qui est électrique. Vous avez un appareil de photo, vous avez tout me gêne du point de vue électricité. Bernadette, à bout de force, doit fuir Paris une deuxième fois. On lui trouve un refuge plutôt radical, déjà habité par une autre femme électro-hypersensible. Une grotte dans la montagne. Là, la grotte, pourquoi rester dans une grotte? Pourquoi rester dans une grotte? Une grotte où il y fait très froid l'hiver, où il pleut, où ça ruisselle sans arrêt. Pourquoi la grotte? Parce que je ne peux pas revenir à Paris, je ne peux pas revenir à la campagne, je ne peux pas voyager, je crains l'alternateur d'une voiture, ça va à 30 km, mais après je suis en feu, je sais pas où aller. Le train, je peux pas prendre le train, c'est pareil. Je suis brûlée même dans la cabine des vélos, c'est impossible, je peux pas bouger pour l'instant. Mais c'est vrai, c'est vrai. Donc, je fonde beaucoup d'espoir sur l'acquisition d'une zone blanche. L'errance, elle est imposée aujourd'hui à des personnes qui sont absolument pas préparées à le vivre. Hein. Un monsieur tout le monde, qui est ouvrier, ingénieur, pharmacien, un peu tout le monde. Et du jour au lendemain, vous vous retrouvez sur la route avec plus rien, pas un seul petit endroit où vous pouvez vous poser. Et vous êtes en perpétuelle quête d'un endroit où vous êtes bien et vous ne le trouvez pas. Et cette errance que nous tous, là, on vit depuis quelques mois, quelques années, c'est ce qui, pour nous, pend au nez à peu près de tout le monde. C'est-à-dire que vous êtes tous des EHS en devenir, dans la mesure où, pour nous, on cherche des endroits où vivre, il n'y en a plus, et s'il n'y en a plus pour nous, il n'y en aura bientôt plus pour vous. Et il faudra que tout le monde se batte pour avoir un environnement propre autour de lui. On ne peut pas, à quelques dizaines de personnes EHS, faire basculer les politiques vers le raisonnable. C'est tellement simple d'irradier et c'est tellement compliqué d'arriver à s'en extraire. Et reconstruire une vie dans une grotte, reconstruire une vie dans une cave, c'est pas simple, hein. Et sincèrement, c'est pas enviable. En un an, j'avais rencontré plus de 60 personnes EHS. C'était 60 vies arrêtées, maltraitées, en stand-by. Mais quel était leur nombre réel? De chiffres sûrs, quelques centaines. Quelques milliers? Plus encore? Combien de personnes, à l'échelle du monde, étaient obligées de se calfeutrer ou de fuir? Le phénomène allait-il s'arrêter là? Se développer encore? Allait-on continuer comme si de rien n'était? Autour de moi, j'entendais des voix qui disaient même que c'était comme ça, qu'on ne pouvait rien y faire. L'humanité tout entière devrait s'habituer à vivre dans l'électrosmog, sans permettre la possibilité, même limitée, de quelques zones blanches. Simplement le fait que partout dans le monde, des personnes expriment la même chose, le même ressenti, dans une langue différente, sans jamais s'être rencontrées.
nulle part, nulle part, nulle part, nulle part. Et ce qu'on a maintenant, c'est des jeunes ou des enfants. Je devais supporter des douleurs qui étaient insupportables. Beaucoup de personnes ne sont pas au courant, moi le premier, ça se voit pas, ça se sent pas. Ça me fait penser à celui qui m'avait posé la question, mais arrivé un moment, tu sais comment faire pour te suicider. Donc il y en a qui sont... Il faut nous aider, il faut nous protéger, on ne peut pas laisser des gens en souffrance comme ça. Et s'acharner contre eux. C'est inhumain. C'est inhumain. Tournage fini, avec ma femme et mes enfants, nous avons supprimé le téléphone DECT et déconnecté de la box le Wi-Fi et ses fréquences de four à micro-ondes. Nous avons reconnecté notre ordinateur et le téléphone avec des fils. Car sans être HS, des scientifiques disaient qu'il pouvait y avoir des risques accrus de cancer ou de maladies neurodégénératives. Si la santé ne tient qu'à quelques fils, pourquoi s'en passer ?